Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Roland Thévenet. Roland Thévenet que j'avais déjà reçu plusieurs fois, notamment pour aborder l'ouvrage de Norbert Wiener sur la cybernétique. Ensuite, nous avons fait une émission sur Henri Béraud, Ciel de Suie. S'en est suivi une autre émission avec l'exégèse des lieux communs de Léon Bloy, ouvrage que j'ai réédité aussi aux éditions Mastre. Et nous sommes aujourd'hui pour parler à nouveau d'Henri Béraud, mais pour un autre ouvrage que j'ai aussi réédité et qui a aussi été préfacé par Roland Thévenet, qui est l'ouvrage « Ce que j'ai vu à Moscou ». Mais tout d'abord, cher Roland Thévenet, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Mille merci de faire ce travail de mémoire et de réhabilitation d'une œuvre injustement oubliée comme celle de Béraud. On va pouvoir en parler. Alors, comme aussi nos auditeurs et téléspectateurs l'ont remarqué, nous ne sommes pas dans notre cadre habituel, puisque nous sommes ici à Lyon. Nous avons filmé toute la journée, je dirais, les lieux mythiques où Béraud a vécu, où Béraud a passé une grande partie de sa vie. Mais il nous fallait aussi filmer une émission sur l'ouvrage que nous rééditons, donc nous voilà. Alors peut-être pour que nous commencions cette émission, peut-être une brève présentation de qui est Henri Béraud. Alors Henri Béraud, comme vous avez pu le constater cet après-midi, est avant tout un Lyonnais. C'est d'abord un Lyonnais. Donc c'est quelqu'un qui, comme il le dit lui-même, est d'un clocher, est de quelque part. Et c'est très important que les gens qui sont attachés à une pensée de droite, à une pensée, on va dire, contre-révolutionnaire, comprennent que ça commence, ça, dans des attitudes, dans un comportement, et dans un attachement à son sol. Donc quand Béraud dit « je suis de ce clocher de Saint-Nizier », il exprime déjà un attachement qui est caractéristique, je dirais, des gens qui veulent perpétuer et non pas des gens qui veulent dissoudre. Béraud, c'est aussi donc un poète. Il a commencé sa carrière en écrivant des poèmes. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un bohémien, au sens où Charles Aznavour chante la bohème, c'est-à-dire un artiste, quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui dans le Lyon très bourgeois de la Belle Époque. C'est ensuite un combattant, il a fait la guerre de 14-18. Là, il a compris beaucoup de choses. C'est Céline qui dit « on est puceau de la guerre comme on est puceau de l'amour ». Et je crois que le dépucelage de Béraud se fait effectivement au front. Il comprend comment la politique est un jeu de dupes, comment la République n'est qu'un idéal. Il comprend que derrière la guerre se cachent des vérités politiques qu'il ignore. Et donc, comme c'est quelqu'un qui cherche la vérité, il arrive à se faire embaucher par Gustave Thierry dans un journal qui s'appelle Le Petit Parisien et couvrira de façon un petit peu clandestine la première conférence, l'ouverture de la conférence de la paix, où se réunissent Wilson, Chamberlain, Clémenceau. Et comme il arrive à faire un reportage, il est un petit peu comme ça au culot, embauché comme grand reporter. Et c'est dans le cadre de ce travail de reporter qu'il ira à Moscou en 1925, peu de temps après son ami Albert Londres, qui lui est allé en 1919. Mais Béraud, il est surtout connu pour sa carrière d'écrivain. Il a eu un prix Goncourt en 1922. Il a écrit des romans. Alors, ce n'est pas du tout un moderne au sens où on peut dire que Proust ou James Joyce ou même Céline en sont, parce que c'est pas quelqu'un qui essaie de révolutionner les formes. C'est quelqu'un, au contraire, là aussi, de très traditionnel, de très conservateur, qui a une perspective littéraire qui consiste à vraiment perpétuer le classicisme. Il s'interdit dans ses œuvres littéraires justement d'être moderne, d'essayer de révolutionner quoi que ce soit. Il garde la morale de Boileau, ce qui se pense bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire le viennent aisément. Si vous lisez La conquête du pain, ou bien même les œuvres autobiographiques de Béraud, vous percevrez et vous goûterez, et je pense que vous apprécierez aussi ce style, qui est un style purement français. Et puis, à partir de 1934, quand l'affaire Stavisky éclate, et que Horace de Carbuccia lui propose de tenir dans le journal Gringoire une feuille politique et polémique, il va commencer à rentrer dans ce qu'on appelle le combat nationaliste, et il en sera un des plus beaux fleurons, mais il en sera une des premières victimes, puisqu'en 1944, il est arrêté
par la résistance pour des faits de collaboration qu'il n'a jamais faite. Mais bon, on l'accuse d'en avoir fait. Il est emmené à Fresnes, il perd tous ses droits, il est condamné à mort. Et grâce à l'intervention très courageuse de François Mauriac, qui le connaît un peu et qui sait aussi qu'il n'y a rien dans le dossier, sa peine est perpétuée en bagne en perpétuité. Il va mourir en 1958 après avoir été déchu de tous ses droits et conduit au bagne de l'île de Ré. Voilà, très brièvement, qui est Henri Béraud. C'est surtout aussi quelqu'un qui est aujourd'hui victime d'une conspiration du silence. Moi, par exemple, j'ai fait mes études à Lyon, des études de lettres, il y a assez longtemps, dans le grand lycée bourgeois de la ville, et des études de lettres, on ne m'a jamais parlé d'Henri Béraud, alors que c'est l'écrivain lyonnais par excellence. Et c'est par un drôle de hasard, je faisais un livre sur Lyon, qui s'appelait Lyon légendaire et imaginaire, je suis allé à la bibliothèque de la Pardieu, et vraiment, je suis tombé sur cet écrivain, je commençais à l'ouvrir, et j'ai découvert Béraud comme ça, par hasard, tout seul, au détour d'une recherche personnelle. Voilà, c'est un petit peu comme pour vous dire les choses, c'est comme si à l'Île-sur-Sorgue, on ne connaissait pas René Char. C'est comme si à Marseille, on ne connaissait pas Pagnol. C'est comme si à Saint-Brieuc, on ne connaissait pas Louis Guillou. Vous voyez, c'est complètement scandaleux. Et Béraud, c'est surtout aujourd'hui la victime de cette conspiration du silence. Et c'est pour ça que je vous suis très reconnaissant de participer avec d'autres à ce qui permet de briser complètement cette omerta. Alors, Henri Béraud dédie son ouvrage « Ce que j'ai vu à Moscou » à Joseph Kessel. Alors peut-être déjà, qui est Joseph Kessel? Et puis peut-être pourquoi lui dédie-t-il son ouvrage « Ce que j'ai vu à Moscou » ? Alors Joseph Kessel est un ami de Béraud. Il est né en Argentine. Son père est juif. Ils viennent de Lituanie. Alors la Lituanie à l'époque, je vous le rappelle, fait partie de l'empire tsariste. Et ils se sont connus tous les deux, Béraud et Kessel, lorsqu'ils étaient en reportage pour des journaux différents en Irlande. Lorsqu'il y a eu la grande lutte du parti indépendantiste irlandais contre l'Empire britannique, on appelait ça les révoltes du Sinn Féin. Sinn Féin, ça veut dire être soi. Et donc, ils se sont rencontrés là, et ils ont fait tout le reportage ensemble. Ils ont rencontré, ils se sont soutenus, si vous voulez, dans ce travail de reportage. À l'époque, il n'y avait pas de formation comme aujourd'hui. Il n'y avait pas l'école de journalistes de Lille pour formater tout le monde. Les gens apprenaient un peu sur le tas, vous voyez. Et ça les a beaucoup soudés. Ensuite, ils se sont un autre point commun entre eux, qui est une sorte de hasard. C'est pas ça qui les a unis, mais enfin, ils sont tous les deux sur la liste Otto, qui est la liste que les nazis ont établie pour condamner certains écrivains. Béraud a été condamné par les nazis pour ce qu'il a dit dans Ce que j'ai vu à Berlin, qui est l'équivalent de Ce que j'ai vu à Moscou, mais à Berlin, c'est des reportages qu'il avait fait à l'époque. Voilà, Kessel l'était aussi. Alors, ils se sont dédiés mutuellement des œuvres. Je rappelle que Marie de Cork, qui est un roman de Kessel, a été dédié à Henri Béraud. Alors, il était naturel que ce reportage à Moscou, Béraud le dédie à son ami d'origine russe, si vous voulez. Voilà. Et puis enfin, une chose à savoir, c'est que c'est Kessel qui a fait rentrer Henri Béraud à Gringoire, puisque c'est Kessel quasiment qui l'a créé. Gringoire, c'était un journal qui a été créé en 1928, si je ne m'abuse, c'est ça, 1928, et qui était à l'origine une revue littéraire qui a été créée sous l'inspiration de Kessel et par Horace de Carbuccia, qui lui a amené l'argent. Horace de Carbuccia, qui était aussi le patron des éditions de France, dans lequel toute l'œuvre de Béraud a été publiée, et beaucoup de romans de Kessel aussi, faut pas l'oublier. Alors, le destin est un peu parfois douloureux, ils se sont brouillés un peu plus tard, parce que Kessel, il faut dire, était un homme de droite, un homme de droite, très violemment anti-bolchevique, et donc il était même à l'époque beaucoup plus à droite que Béraud, qui était plutôt de sensibilité républicaine de gauche, à l'époque de Ce que j'ai vu à Moscou. Mais lorsqu'ensuite Béraud a commencé à s'apercevoir de tous les problèmes que la Troisième République et son personnel politique, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était
très corrompu. Lorsqu'il y a eu l'affaire Stavisky en 1934, et que Béraud a commencé à s'en prendre via Stavisky, qui est un juif, cette fois-ci ukrainien, aux juifs, hein, disons-le clairement, il a été très violent. Kessel, qui était son ami, l'a mis en garde en lui disant « fais attention, fais attention ». Lui, il n'y voyait pas de mal parce que pour lui, si vous voulez, c'est le principe de la polémique. Hein. Ça touche aussi Céline. C'est-à-dire que si je veux me moquer de quelqu'un, je prends sa nature et je la grossis. Je prends sa nature et je la ridiculise. C'est ce que fait Gargantua, c'est ce que fait Rabelais, pardon, c'est ce qu'ont fait tous les polémistes, hein. C'est ce que fait Voltaire dans Candide. Bon, sauf que ce que Béraud ne comprend pas, c'est que prendre le fait d'être juif en 1930 et en faire une sorte de caricature, ça devient dangereux, parce que la libre parole est morte, et en tout cas est attaquée. Vous voyez, et Béraud, c'est un vrai littéraire, je vous le dis, qui ne voit pas de mal. C'est comme si on accusait Montesquieu dans les lettres persanes d'être injuste envers les Persans. Ça n'a pas de sens, ce genre d'accusation à l'époque. Et donc il ne comprend pas. Puis lorsque il arrive vraiment les articles virulents, notamment contre Blum. Là, Kessel et Béraud vont se brouiller un jour. C'est triste de voir des amis se brouiller comme ça, surtout pour une question aussi finalement aux yeux de Béraud secondaire. À la Cloche d'Or, qui est une brasserie montmartroise, je crois, c'est Yves Courrière qui raconte ça dans la biographie de Joseph Kessel, qui s'appelle Sur la trace du lion, en présence d'Édith Piaf, qui était là par hasard. Et qui ouvre des yeux comme ça en voyant ces deux personnages qui ne sont pas de son monde, hein, parce que quand même Édith Piaf, elle les voit tous les deux comme des personnages de la haute, des écrivains ayant réussi, vous voyez, alors qu'elle est encore la môme Piaf, quoi. Enfin bref, c'est une digression, mais ils vont se brouiller violemment. Kessel lui dit, mais finalement... non, tu es vraiment antisémite. Et Béraud lui dit, mais non, moi je t'aime, toi, mais je n'aime pas les juifs étrangers. Voilà. Et c'est une brouille qui va être très douloureuse à vivre pour Béraud, très douloureuse aussi pour Kessel. Hein. En tout cas, à l'époque où il écrit Ce que j'ai vu à Moscou, ils ne sont pas brouillés, c'est pour ça qu'il lui dédie, pour saluer justement son origine à la fois étrangère, à la fois russe et juive. Vous voyez, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'antisémitisme comment dirais-je, intrinsèque chez Henri Béraud. On va aborder peut-être encore un autre point. Dans quel contexte cet ouvrage a-t-il été écrit? Donc, quelle est l'ambiance générale des années 30, hein? On peut évidemment peut-être avoir quelques sensibilités sur certains points qui évidemment nous mèneront à la Deuxième Guerre mondiale. Et peut-être aussi l'autre point, pourquoi fait-il ce voyage à Moscou? Alors déjà, on est dans une période, si vous voulez, où évidemment les réseaux sociaux n'existent pas, la télévision n'existe pas, la radio existe, mais elle est très peu répandue. Et donc les gens, le public français, dans ces années-là, c'est les années 20 surtout là qui nous préoccupent, et puis après les années 30 ça va continuer. Le public français a besoin d'informations parce que tous les gens sortent de la guerre de 14-18 et ils ont compris qu'on peut plus vivre comme à la belle époque. On est dans les années folles. C'est-à-dire qu'on est dans les années où on comprend que le monde qui nous entoure, c'est un monde de puissance, et c'est un monde de puissance qui est dangereux, et donc il faut être informé. Et c'est donc la presse qui, dans ces années-là, prend vraiment un véritable ascendant. Vous avez deux personnages mythiques, c'est l'aviateur, Saint-Exupéry, et c'est le reporter, Albert Londres, ou Béraud, ou Tintin. C'est pas pour rien que, je le disais dans une autre entrevue, Hergé fait de Tintin une figure du reporter, parce que c'est vraiment celui qui est au courant, vous voyez, quand personne ne sait. Alors, cette ambiance-là, elle fait que la Russie, aux yeux des gens, c'est un grand mystère. Je vous lis juste rapidement un passage de ce livre, La Gerbe d'or, c'est un des livres les plus connus de Béraud, dans lequel il raconte son enfance. Et il raconte le passage des Russes à Lyon en 1893, il a alors 8 ans,
Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais il raconte la fascination du public lyonnais pour ces Russes. Les Russes ce sont des gens qui, c'est comme si, je sais pas moi, des Martiens arrivaient sur Terre, vous voyez. Ils défilent dans les rues, ils ont des costumes complètement merveilleux, ils chantent la tsarine, il y a toute une fête qui est organisée autour de leur venue pour cette exposition universelle. Et puis, il y a un personnage, donc, première chose, le regard que la France pose sur les Russes, c'est l'étrangeté, la fascination. Il y a un personnage qui est la mère de Béraud, qui est une boulangère, hein. Sa mère et son père sont boulangers. Et je vous lis le passage. Il dit « Cela ne faisait pas l'affaire de ma mère. » Parce qu'en fait, tout le monde est occupé à suivre les Russes et il y a plus personne n'achète son pain. Cela ne faisait pas l'affaire de ma mère à qui les gens privés de pain frais venaient adresser des reproches. C'est pourquoi elle montrait au milieu des pavois et des musiques un visage mécontent. Elle n'avait aucun goût pour cette alliance qui commençait par emprunter des écus et finissait par empêcher de porter le pain aux clients. Vous voyez, la mère de Béraud, elle est sur Terre, hein, c'est une descendante de paysanne, et ce qu'elle voit, c'est que la Russie, c'est les emprunts. C'est l'emprunt russe. Et ça va laisser des séquelles très très importantes entre la France et la Russie. Donc, quand Béraud va en Russie, il a ça en tête, il a cette espèce d'imagerie folklorique, hein. Il a ce problème, cette question économique, hein, les Russes finalement vivent à nos dépens, hein, c'est un peu ça l'idée. Et puis il y a les témoignages qu'on fait dans ces années-là, et notamment le témoignage de Merezhkovski par exemple, tous les immigrés russes qui ont fui la révolution. Alors Merezhkovski, c'est un intellectuel russe très cultivé, c'est presque un théologien, hein. Il a écrit des choses, bon, je ne veux pas développer tout ça trop longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne de l'image, il donne de la révolution russe une image très noire. Hein. Alors là, c'est pas les extraterrestres merveilleux, c'est vraiment les sauvages qui mangent les bébés, qui incendient Pétrograd. Bon, c'est vraiment une autre image très noire. Cette image est véhiculée, donc il l'a forcément en tête quand il va là-bas. Et puis vous avez une autre image, alors elle est complètement délirante aussi, mais dans l'excès inverse, c'est l'image que donne le Parti communiste. C'est cette image qui est propagée par notamment l'écrivain Gorky, qui est l'écrivain soviétique, ami de Lénine, l'écrivain du régime. Et Gorky théorise toute une idée que l'homme soviétique, si vous voulez, c'est un peu l'antéchrist, mais au sens positif du terme, selon lui. C'est-à-dire que de la même manière que, par exemple, Saint Paul et tous les pères de l'Église ont présenté Jésus comme le nouvel Adam qui va remplacer le vieil homme, l'homme pécheur, Gorky, dans son ouvrage La culture et le peuple, présente l'homme chrétien comme étant l'ancien homme que va supplanter un homme nouveau qui sera lui, alors évidemment tout sauf chrétien, donc pour ça que je parle d'antéchrist, mais qui surtout ne pourra compter que sur ses forces intellectuelles, ses forces morales et ses forces physiques. Alors il y a ce grand rêve, ce grande utopie, et Béraud, lui, c'est plutôt un homme de gauche quand il part. D'ailleurs, Élie Blois lui dit écrivez ce que vous voulez. Mais Élie Blois s'attendait à un reportage disant que la révolution, elle est quand même pas mal. Or, ce que Béraud va dire, c'est que c'est, passez-moi l'expression, c'est un arnaque absolue, hein, pour le peuple français comme pour le peuple russe. Et il est l'un des premiers, après Albert Londres, à dire tout le mal qu'il pense, non pas de la Russie, hein, non pas du peuple russe, non pas du monde orthodoxe, mais du régime communiste, bolchevique, et de tous ceux qui, derrière, tirent les ficelles. Alors, on va quand même aborder plusieurs choses. Premièrement, déjà, ce qu'il a vu, ensuite, ce qu'il n'a pas vu, ou en tout cas, ce que les gens de l'Ouest ne veulent pas voir. Alors peut-être, qu'est-ce que Béraud a vu ? Il semblerait qu'il ait vu deux choses. Tout d'abord, cette fameuse NEP, donc la nouvelle économie politique. Et enfin, bon, peut-être la misère, mais autre point, ce serait plutôt de ce que les gens ne veulent pas voir, mais il semblerait qu'il y ait une unanimité de la presse aussi, une homogénéité, une presse unique. Finalement, on se retrouve dans quasiment la même chose de ce que l'on voit déjà en Occident, déjà de nos jours, mais déjà aussi à l'époque. Puisque je rappelle, c'est vrai que c'est comme bien aussi de le dire, cet ouvrage a presque 100 ans, et il semblerait qu'il n'ait pas pris une ride. On pourrait même presque finir la phrase en disant
hélas. Puisque la fameuse phrase, il faut que tout change pour que rien ne change, puisque il semblerait que là, le terme de révolution communiste ou du communisme 2.0 soit tout à fait exact. Ah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Si vous voulez, alors, peut-être pour parler de la NEP, d'abord, la NEP, c'est la nouvelle politique économique. En 1925, Lénine est mort depuis 1 an. Et il est remplacé par Kamenev, que d'ailleurs Béraud va voir, et puis la fameuse Troïka avec Zinoviev, et puis en arrière-plan déjà Staline. Cette NEP, elle a été initiée par Lénine avant sa mort, et en fait ce que Béraud va très vite comprendre, c'est qu'elle est un artifice. En fait, pour le régime de Lénine, il s'agit de durée. Et ça, quand on lit les écrits de Lénine, dès 1917, il le dit. On ne pourra pas durer contre le peuple par la terreur. Donc il faudra à un moment donné mettre de l'eau dans son vin pour adoucir un petit peu les choses. Et donc cette NEP, c'est en fait une possibilité pour les gens, effectivement, d'avoir un régime plus libéral. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est merveilleux la Russie, parce que finalement on serait arrivé à bout de ce qui en Occident semble aux yeux des gens être une trahison des élites, vous voyez, une certaine corruption de l'État. Il y a quelque chose de pur qui peut attirer les gens. Ce serait un peu cette politique de la monnaie hélicoptère, comme on dit, n'est-ce pas, cette NEP? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait de séduire les gens. Le problème, c'est ce que Béraud dit, c'est que ce n'est pas un capitalisme privé, c'est un capitalisme d'État. Alors, je rappelle que Béraud, je vous encourage vraiment à acheter ce livre et à le lire, et vous verrez qu'il y a un avertissement qui s'appelle « Au peuple », est dédié aux ouvriers de Levallois-Perret. Pourquoi Levallois-Perret? Parce que c'est le grand centre des ouvriers en France à l'époque, à côté de Paris. Et il dit en gros, ouvriers de Levallois-Perret, il n'y a rien à attendre de la révolution russe. Un capitalisme d'État a pris le pouvoir. Donc, premier reproche que fait Béraud à cette NEP, c'est une politique de surface. Deuxième reproche, qui est faite pour finalement séduire. Deuxième reproche, c'est une politique qui enrichit l'État et non pas le bourgeois, si vous voulez. Hein. Et troisième reproche, en fait, derrière ce semblant d'idée d'une révolution qui serait internationale, on est en train de créer un nationalisme nouveau et beaucoup plus dur que l'ancien. Alors là, il reprend les critiques de Merezhkovski. C'est-à-dire que on est passé d'une autocratie qui serait une autocratie tsariste, c'est-à-dire intégrant de la transcendance, à une autocratie complètement humaine, si on veut, où il n'y a plus aucune transcendance et où on est obligé de l'entretenir par des systèmes de propagande constants et par des entreprises de séduction économique qui ne sont que du vent. Voilà, que du vent. Cette fameuse cocaïne sociale aussi, n'est-ce pas? Ah oui, cette expression, ça c'est Béraud qui trouve ça. La cocaïne sociale. Et je trouvais que c'était la meilleure réponse qu'on a jamais faite à l'opium du peuple, quoi. C'est-à-dire qu'il dit en gros, si la religion est l'opium du peuple, cette politique économique et tous ces discours, c'est de la cocaïne sociale, et je trouve ça. Et alors c'est très vrai aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut nous raconter sur la construction européenne, pour nous qui sommes en Europe, la construction européenne et toutes les vertus de la mondialisation, etc., etc. On va pas développer ça plus longtemps. Alors, mais peut-être sur l'unanimité de la presse. C'est Béraud qui se retrouve devant cette gazette, hein, je crois que c'est le nom du chapitre, et il voit au final que tout est de la même chose. Peut-être qu'on pourrait éventuellement lire un bref passage, si je retrouve le bon chapitre. C'est le chapitre 25, devant le kiosque aux gazettes. Page 192, dans l'édition de... Main curieux demande aux voyageurs de Moscou et les journaux. On peut répondre qu'ils sont fort nombreux. On peut répondre qu'il n'y en a point du tout. On peut répondre qu'il n'y en a qu'un seul. C'est selon les points de vue, et toutes ces réponses sont valables. Si l'importance de la presse se mesurait au nombre et au poids, on pourrait dire que le journalisme soviétique est au monde l'un des plus considérables. Moscou étant sur le pays un gigantesque réseau de papier imprimé, il en faut des verstes et des verstes à des rédacteurs qui, s'exprimant toujours longuement, ne craignent point de répéter, sans lassitude ni pitié, les mêmes choses. Beaucoup de journaux, donc, et beaucoup de pages à chaque journal. Si, pourtant, l'on considère que la presse a pour mission de renseigner l'opinion publique,
d'étudier librement les problèmes que l'actualité impose à l'attention des citoyens, si l'on pense enfin que le journalisme n'est rien sans la liberté d'opinion, on peut affirmer que ces tonnes de papier noircis chaque jour n'arrivent pas à composer un seul numéro de journal digne de ce nom. Enfin, on peut concevoir le journalisme entièrement officiel, des presses uniquement employées à répandre les avis du plus fort. Et donc là, il y a aussi déjà la dénonciation de ce qu'on pourrait appeler la plutocratie, comme on peut le voir dans la presse actuelle, qui est une presse largement subventionnée, qui est un vecteur de propagande. Oui. Alors, c'est sûr que ce n'est pas n'importe qui commente. Il faut se rappeler que Béraud avait fondé une revue qui s'appelle L'Ours à Lyon avant la guerre de 14-18. Il était le seul rédacteur et il a eu énormément de problèmes parce qu'il attaquait assez violemment la mairie de Lyon, Édouard Herriot, qui est d'ailleurs le président du conseil quand il va en Russie, c'est le même. Et donc il a eu des problèmes et il a vite vu qu'il y avait une sorte de distorsion entre ce que le public attendait et ce que les dirigeants de presse proposaient. Ensuite, il a vécu la guerre, ça c'est quelque chose de très important, c'est fondamental même. Et il a assisté à ce que les poilus ont beaucoup appelé le bourrage de crâne. Le bourrage de crâne, qu'est-ce que c'est ? C'était le discours tenu par la presse, de quelque bord qu'elle soit. De toute façon, à l'époque, il y avait tout le monde était devenu nationaliste, mais cocardier, voilà. Donc, c'est la presse qui dit que tout va bien, on va gagner, qu'au front tout se passe bien, alors que les poilus, et notamment ceux qui sont dans les tranchées, et parmi eux, il y a un ami d'Henri Béraud qui s'appelle Paul Lintier, qui est mort à la guerre et qui a écrit dans un livre qui s'appelle Ma pièce, de très beaux textes sur la vie dans les tranchées. Et je savais pas, d'ailleurs c'est lui qui me l'a appris, que c'est de là que vient l'expression « on a le cafard ». Avoir le cafard, c'est le cafard, ils étaient entourés de cafards, le cafard qui rentre. Voilà. Donc le bourrage de crâne, ça a été vraiment une découverte. L'idée que la presse républicaine, la compréhension de la presse républicaine, c'est pas qu'elle ment aux gens, mais elle cache aux gens beaucoup de choses. Et surtout, elle cherche à les orienter dans leur pensée. Donc ce n'est pas une presse libre. Donc Béraud, c'est pareil, quand il va à Moscou, il est encore, je le disais tout à l'heure, à gauche un peu, il est encore dans cet idéal de gauche, donc il s'attend à trouver, pour ce qui est de la presse, quelque chose qui serait beaucoup mieux que ce qu'il y a en France. Or, en France, même s'il y a toutes les réserves que je viens de poser, il est grand reporter et il expérimente la presse quand même libérale, qui permet quand même, beaucoup plus que de nos jours, une relative expression. Quand on voit ce qu'écrit aussi bien la presse de gauche que la presse de droite, la pensée unique est beaucoup moins forte qu'elle ne l'est aujourd'hui, à l'époque. Vous voyez ? Et c'est justement ce qu'il va découvrir à Moscou. La pensée unique, la pravda, la vérité, la vérité. Et donc, ça fait partie de sa désillusion. Si la révolution, ça doit être une confiscation de la parole, alors il faut pas la faire. Voilà, faut pas la faire. Et c'est encore une mise en garde qu'il fait, cette fois-ci, aux intellectuels, aux écrivains et aux journalistes de son temps. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, des gens vont se fâcher avec lui, parce que c'est très triste, cette histoire. Vous avez Vaillant Couturier, qui est un des amis de Béraud, un des journalistes, qui a participé à la création du Canard enchaîné. Et Béraud y a participé aussi. Vous voyez, le Canard enchaîné, c'est quand même un journal marqué à gauche. On peut pas dire on peut pas trouver plus. Voilà. Et surtout à l'époque, Eh bien, Vaillant Couturier se brouille avec Béraud à mort. Il est devenu rédacteur à l'Humanité parce que Béraud dit, mais enfin, en Russie, c'est encore pire qu'en France. Vous voyez ? Voilà. Donc effectivement, ça le sidère. Et aujourd'hui, on doit bien voir que toute la presse est muselée. Je pense que la presse soviétique des années 25 et la presse d'aujourd'hui française, bon, c'est un peu toute proportion gardée sur certains détails, mais enfin, je veux dire, si vous dites que vous êtes un pro-vie, que l'avortement est un crime, que la guerre est une absurdité, que l'Europe est une folie, vous ne trouverez aucune ligne éditoriale dans n'importe quel journal pour vous suivre. C'est la Pravda, vous voyez, c'est la Pravda. Du Figaro à Libé, en passant par tous les autres. C'est la Pravda. Et ce n'est pas la Pravda au sens,
vous devez dire on dit la vérité, c'est la pravda au sens fake news. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas nous, c'est des mensonges. Mais ça revient à dire qu'on est à la vérité. Voilà. Donc je pense que une des raisons aussi pour laquelle j'invite les lecteurs à lire Béraud, à lire votre livre et à s'intéresser à cet auteur, c'est parce que si vous voulez lutter et avec des arguments qui ne soient pas des arguments fantaisistes, en vous appuyant sur l'histoire du pays pour la liberté de presse, eh bien vous avez besoin de témoignages comme celui-ci, parce que ce sont des témoignages réels, vécus, objectifs. On peut déjà évoquer tout d'abord les biais cognitifs de manière générale, des gens de refuser de voir le réel. Et puis peut-être aussi, Béraud, il a vécu une certaine forme de désillusion, parce qu'il part avec un idéal de la Russie. Et en fait, il revient de Russie et il se rend compte qu'on lui a quasiment menti sur tout. C'est pas un idéal de la Russie qu'il a, c'est un idéal de la République. C'est bien plus grave ce qui lui arrive. Il a été élevé par un père qui a connu la naissance de la Troisième République à la fin du Second Empire. Il faut bien se remettre dans la situation de l'époque. On chante des chansons de Pierre Dupont, on chante des chansons de Béranger. C'est-à-dire que vous avez buvons à l'indépendance du monde. Vous avez cette idée que la République, on est délivré de Napoléon Bonaparte, on est délivré des rois qui sont, quand on remonte à Louis XVIII. C'est la République universelle. Oui, c'est la République universelle, mais c'est aussi une République universelle qui va se vivre entre Français. Elle n'a pas encore colonisé, elle n'a pas encore montré son visage, son vrai visage. Et donc, en France, les gens la vivent comme en fait, on a le pouvoir. Et Béraud est élevé dans cette illusion, qui est une complète illusion. C'est la guerre 14-18 qui lui fait comprendre tous les enjeux faux qui sont derrière. Et il part en Russie, non pas avec des idées sur la Russie, mais avec encore, en ce sens, il est un homme de gauche, des idées sur la République, parce que pour lui, la révolution russe, elle doit être le prolongement de la révolution française, dans ce que la révolution française avait d'idéal. Je rappelle ce qu'on trouve dans Qu'as-tu fait de ta jeunesse, je crois, c'est quand même important, ça. Le père de Béraud l'a appelé Henri, en référence au 14 juillet, parce que la Saint-Henri, c'est le 14 juillet. Donc, quand Béraud, il a su que c'est un petit garçon, quand il est né, il lui a donné ce prénom, non pas par rapport à Saint-Henri, au christianisme, mais par rapport au 14 juillet. Le 14 juillet qui venait d'être déclaré fête nationale depuis 7-8 ans. Vous voyez, c'était très récent. Et donc, ce qui va tomber, la désillusion qui tombe, c'est que finalement, ce que comprend Béraud, c'est que la logique républicaine du tout État, de la théorisation du peuple. Il dit le peuple, pour Béraud, c'est très clair, c'est pas une théorie. C'est une chair, vous voyez. Pour Béraud, la seule façon de résister au communisme, c'est pas de faire une théorie anticommuniste, c'est de posséder la terre. Il le dit. Quand on possède la terre, on ne peut pas c'est pas l'État qui la possède, puisque c'est vous. Et d'ailleurs, le problème de la Russie, c'est les moujiks. C'est tous ces paysans qui possèdent encore la terre, et c'est ces gens-là qu'il faut arriver à casser, à détruire, à dompter, à déposséder. Et d'ailleurs, vous pourrez lire dans le livre, il dit le tsar n'est pas mort en Russie, parce que la plupart des moujiks croient encore au tsar, et que pour eux, cette révolution, ça reste quelque chose de très irréel. Oui, voilà, utopique, et puis lointain, quoi. Voilà. Donc cette désillusion, elle est vraiment liée en fait à la France. C'est pour ça qu'il dédie son livre aux ouvriers de Levallois-Perret. Je pense que Béraud ne s'est jamais fait d'illusions sur la Russie. Il est venu voir, quoi. Je vous disais au début, d'ailleurs quand il arrive, il dit « Je suis aux portes de l'énigme ». Et il vient en disant « Est-ce que c'est les immigrés russes qui en parlent mal? Est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est ma vieille mère là qui avait raison ?» On va voir. Et quand il revient, il dit bah oui, c'est une arnaque, quoi. Alors, on va lire un passage qui est « Ce qu'on ne montre pas aux camarades de l'Ouest ». Donc ça, c'est le chapitre 19. « La fétidité de ces 5, de ces 10, de ces 20 logements me tient encore à la gorge. Je ne me lassais point d'en visiter. C'était toujours la même chose. La vraie misère soviétique n'est pas la rue, c'est l'immeuble. Et ces âcres cigarettes en boîte d'un goût forain, en neige assez grillée, sur les divans au ressort moribond. À Moscou, on fume tant qu'on peut, pour ne pas sentir sa chambre.
Le samovar travaille sans bruit. Du thé, du tabac, on essaye de s'engourdir. Il y a tant de gravier, sur les parquets, qu'ils craquent comme des allées de casino. Et des livres, et des brochures, et d'incroyables peintures. Parfois, un piano mutilé, qui semble provenir de la liquidation des barricades. Toujours, il y a sur les divans des gens allongés. D'autres entrent, s'en vont. On se tait. En 1925, comme au pire jour de 1918, on se méfie des murs. L'obsession du microphone serre toutes les mâchoires russes. Ce sera ainsi pour la vie d'une génération. Des microphones ? À quoi bon ? On vit les uns chez les autres, entre gens qui ne se connaissent pas, que 60 mois de cohabitation n'ont pas lié, qui, souvent, en arrivent à se haïr comme, jadis, se haïssaient les galériens d'une chaîne. Voilà ce chapitre qui me semble intéressant. Ce qu'on ne dit pas aux Occidentaux, aux camarades de l'Ouest, ça c'est la désillusion que je viens d'évoquer aussi, ou peut-être en tout cas cet idéal républicain qui s'effondre totalement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? L'architecture qui est moche, la presse unique, il évoque... Là déjà, il y a quand même une chose importante, c'est la disparition de la propriété privée, puisque le pouvoir soviétique a confisqué les grands appartements des bourgeois russes et les a découpés en petits morceaux. C'est ce qu'il appelle un peu plus loin la politique du tassement. Et donc vous avez des gens, des couples, des familles qui vivent chacun dans une pièce, dans le même appartement, et qui cohabitent en partageant la salle de bain, les toilettes, et qui payent un loyer. Mais si vous voulez, on est vraiment... Alors la politique du tassement... si vous allez à Moscou, vous avez le musée Bulgakov, qui est l'auteur du Maître et Marguerite. On voit très bien, lui-même a vécu cette situation. Et dans le Maître et Marguerite, il en parle. Je crois qu'il y a des scènes du docteur Zhivago qui font allusion à ça. C'est déjà de la cybernétique. C'est une méthode de surveillance de chacun par chacun. De la même manière que Wiener explique qu'avec les réseaux sociaux, chacun va pouvoir surveiller chacun et que les opinions des uns et des autres vont se contrebalancer dans un jeu de dialogue virtuel qui sera détaché de l'idéologie, si vous voulez, enfin de la réalité plutôt. Eh bien là, vous avez des gens qui, il le dit, les murs, on se méfie des murs. Plus loin, il évoque le GPU. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui habite avec moi, dont je partage la salle de bain, elle peut-être me dénoncer demain au parti si je dis quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pour ça qu'il y a même plus besoin de microphone. Vous voyez. Donc on est déjà dans une société de surveillance qui ne fait que monter maintenant. Et je vous rappelle que cette société de surveillance, elle a été théorisée par Norbert Wiener, entre autres, et qui n'est pas russe. Donc il y a bien, mais qui est juif, oui, mais il y a bien une espèce d'interpénétration. Quand on oppose un monde à l'autre, c'est un peu trop rapide. C'est ce qu'on dit dans le 4e de couverture, avec le côté pile et face d'une même pièce. C'est-à-dire qu'on a les mêmes principes: société de surveillance, abolition de la propriété privée, contrôle de la presse. Plus grave que le contrôle de la presse, conditionnement des esprits en amont. Il parle aussi de l'école. Conditionnement des instituteurs. Les instituteurs sont aux ordres du parti. Et aujourd'hui en France, les instituteurs sont au service, non pas du parti, il n'y a pas un parti qui voit tout ça. De la loge. Mais voilà, les loges, si vous voulez. Et puis derrière les loges, même tous ceux qui essaient de pervertir la nature humaine à travers tout ce qui se passe avec l'éducation des enfants aujourd'hui. Bon, on en parle partout, on va en parler là. Mais si vous voulez, tout ça, c'est en germe. C'est le principe même de l'État totalitaire. C'est ce que découvre Béraud. Et Béraud, faut pas l'oublier, c'est un paysan avant d'être fils de boulanger. Voilà, c'est un fils de boulanger, mais le père Béraud, son père à lui, était fils de laboureur. Et dans le cycle romanesque, La conquête du pain, c'est très très beau, parce que vous avez un premier roman où il est question des laboureurs, du paysan qui va conquérir son pain en labourant la terre. Ensuite, le fils de ce paysan va pouvoir s'installer en ville avec la progression, et il va pouvoir avoir un pas de porte, la gerbe d'or, devenir boulanger, et va pouvoir fabriquer le pain, et le fils de ce boulanger, lui, va conquérir la parole. Et Béraud se vit comme l'aboutissement vivant, mais dans une lignée, vous voyez, c'est en sens qu'il est contre-révolutionnaire, il est de droite vraiment, du peuple historique de France, qui, après avoir labouré le sol,
est arrivé à conquérir son pain et qui finalement doit prendre la parole. Et donc, quand on confisque la parole ou quand on cherche à la manipuler ou quand on cherche à la formater, eh bien pour Béraud, c'est comme si on détruisait les intelligences. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait. On détruit les intelligences. Voilà. Donc cette découverte de cette presse soviétique, pour lui, c'est une découverte du pire qui puisse arriver. Voilà. Alors, je crois qu'on va terminer sur ces belles paroles. Mille merci, cher Roland Thévenet, encore une fois. Merci pour votre préface aussi, pour votre temps. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne, c'est très précieux. Le lien sera dans la description pour vous procurer l'ouvrage. Et sinon, je vous dis à bientôt, haut les cœurs, et que Dieu vous garde. Moi, je ne peux qu'encourager les auditeurs d'Haltérophilo à acheter ce livre, à acheter aussi les autres livres de Béraud, à lire vraiment du papier, pas simplement des écrans. Parce que même si on croit qu'on arrive à comprendre des choses en lisant des écrans, on n'est pas du tout dans la même disposition d'esprit, on n'est pas dans le même format. Donc achetez aussi ces vieux livres, allez chez les bouquinistes, lisez les auteurs des années 30, lisez Béraud, ça vous permettra de comprendre dans quelle imposture le monde moderne vous a mise. Mille merci, cher Roland Thévenet. Je vous redis encore une fois, à bientôt, haut les cœurs, et que Dieu vous garde.